Salut les artistes, entre dans la légende avec TPMH de Zodiosphère, touche pas mon humanité, touche pas mon histoire. Alors c'est la légende des peuples de la mer, les Imazirènes, les Berbères. La race blonde était anciennement connue des Égyptiens sous le nom générique de Tamerou. Il n'est pas, il est vrai, tout à fait démontré que ce nom s'appliqua dès le principe à des Libyens comme aux Pélasges, quoique cela soit probable. Plus tard, il n'y a plus de doute. Ainsi, sous la 19e dynastie, environ 1400 ans avant Jésus-Christ, soit 1400 ans, des déserts situés à l'occident du delta, un flot de nomades aux yeux bleus et aux cheveux blonds descend des îles de la Méditerranée sur le continent africain. Ce flot de nomades menace alors les provinces du nord de l'Égypte et n'est contenu qu'avec de grands efforts par les armées égyptiennes. Ces envahisseurs, dont le noyau venait de la Libye, renfermaient aussi des Pélasges. Leur chef était Maourmouyou, roi des Libyens. Ces envahisseurs sont désignés dans les textes égyptiens sous les noms de Lébou, Mashwash, Kehak et encore d'autres noms, qui sont tous des noms de tribus, des noms nationaux et non plus seulement un nom générique comme Tamerou. C'est sous la 20e dynastie que Ramsès III fait subir de sanglantes défaites à ces mêmes Libyens. Sous la 22e dynastie, soit environ 1000 ans avant Jésus-Christ, la garde des rois d'Égypte se compose non d'Égyptiens, mais de Libyens mashwash. Depuis la fin de cette dynastie, 800 ans avant Jésus-Christ, une foule de petits chefs provenant de ces milices libyennes occupaient les villes royales. Ils étaient devenus les véritables maîtres de la basse Égypte. Leurs divisions permirent au roi d'Éthiopie, établi alors à Djebel Barkal, de s'emparer de l'Égypte à plusieurs reprises, ce qui donna lieu à la 25e dynastie, qui est éthiopienne. Le troisième roi de cette dynastie, Taraka, environ 700 ans avant Jésus-Christ, fit des guerres considérables en Libye et passe pour avoir porté ses armes jusqu'au détroit de Gibraltar. Sans plus attendre, arrêtons-nous sur un fait remarquable. Nous ne pouvons nous empêcher de rapprocher du MAS initial, caractéristique des Tamerou de Libye et du nom de leur auteur, Mazir. Les MES, MAS, Mosis, MOSIS, Mazis, MASIS, qui terminent tant de noms égyptiens. Ainsi, sous la 14e dynastie, soit 2214 années avant Jésus-Christ, c'est pendant le règne d'un roi nommé Aminti-Maos qu'a lieu l'invasion des rois pasteurs. Sous la 18e dynastie, c'est le roi Amasis, fils de Kamès, qui chasse
ces mêmes rois pasteurs. Dans cette dynastie et dans la suivante, on trouve des Amésès, des Thoutmôsis, des Ramsès, des Amenmésès. On ne peut non plus s'empêcher de rapprocher de ces noms ceux de Massar, Mesraïm, que les Arabes et les Hébreux donnent vers ces temps-là pour ceux d'un des ancêtres des Égyptiens. Ainsi, notre légende, qui prend forme petit à petit dans nos esprits, nous pose une question. Mais qui étaient ces blonds? Les documents égyptiens qui sont, il est vrai, un peu vagues, semblent dire qu'ils étaient venus en Libye par les îles de la Méditerranée. Par ailleurs, de nombreux personnages célèbres et historiens ont tenté de retracer l'origine légendaire de ces peuples de la mer, Imazirène ou encore Berbères. Ainsi, les origines et généalogies berbères données par Ibn Khaldoun se ressentent de l'influence musulmane suivant Ibn Khaldoun, parmi les indigènes de l'Afrique, les uns appelés Beranes descendaient de Bernès, les autres appelés El Boter descendaient de Madris. Parmi les ancêtres des Beranes était Mazir. Attachons-nous désormais à tenter de retrouver l'origine de ce mot, de ce nom, Mazir. Donc, le mot Amazir signifie encore dans tout le monde berbère le sens de libre, noble, et le mas, initial du mot Mazir, étant celui des Mashwash et des noms des rois numides. Alors nous regardons comme évident que les Beranes, descendants de Mazir, provenaient des blonds envahisseurs. Mais l'autre branche descendant de Madris, les El Boter, doivent-ils être regardés comme les descendants des indigènes subjugués? Ibn Khaldoun ne semble pas admettre de différence de noblesse, de supériorité de l'une à l'autre des deux branches des Berbères. Cependant, aujourd'hui encore, chez les Touaregs, ceux des Berbères qui parlent le dialecte le plus pur, qui ont conservé l'usage des lettres numidiques et qui ont su maintenir leur indépendance absolue vis-à-vis de toutes les dominations étrangères. Il y a deux castes distinctes, les tribus nobles et les tribus vassales.
L'origine de cette division se perd dans la nuit des temps. Le seul souvenir qui reste, c'est que les vassaux sont les descendants d'une nation vaincue. Les Touaregs, et il faut entendre par là les tribus nobles, sont de souche Zenaga et par conséquent des Béranès, c'est-à-dire des descendants de Mazir. Elles sont donc de la race des conquérants. Et il est bien naturel de supposer que les Imrad, ou vassaux des Touaregs, proviennent des indigènes de la Libye subjuguée. Mais rien ne prouve qu'on puisse en dire autant des Elbodeurs, qui étaient peut-être une nation des conquérants septentrionaux, venus à un autre moment par une voie différente. Fort logiquement, nous sommes en droit de nous poser la question suivante. Quelle était la proportion numérique entre les envahisseurs blonds et les indigènes bruns? Ce qui est difficile à déterminer. Mais alors, quels durent être les résultats de leur croisement? C'est là une question d'anthropologie pure. Prenons donc comme exemple, dans un temps plus récent, le cas en Afrique des shérifs. Les shérifs qui sont les descendants directs, authentiques de Fatima, la fille de Mohammed et de son cousin Ali. Blancs tous deux, seraient-ils noirs? Point d'interrogation. Prenons alors le cas du Soudan. Et qu'un shérif aussi blanc que possible, venant de la Mecque, s'établisse au Soudan, qu'il y épouse une négresse, ce qui est excessivement commun. Son fils, véritable shérif, épouse aussi une négresse. Il en aura un fils presque noir, et si celui-ci épouse à son tour une négresse, son fils sera tout à fait nègre, et dans le plus grand nombre de cas, ne pourra être distingué d'un nègre pur. Il n'en sera pas moins shérif, et très légitimement shérif. Ce même shérif peut très légitimement se rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage en Arabie. S'il est savant, comme Taleb et comme shérif, il sera très considéré, et s'il veut, il trouvera facilement à épouser une femme arabe blanche. Le fils qu'il en aura sera un mulâtre. Et ainsi de suite, jusqu'à retrouver un fils shérif blanc. Donc, dans cette famille, le premier shérif blanc aura un descendant noir qui aura un descendant blanc. Ainsi, constatons, comme depuis Mohammed, Ali et Fatima, il s'est écoulé à peu près 12 siècles, à 4 générations par siècle. Cela fait 48 générations, dont le quart est 12. Il peut donc arriver que dans la famille d'un shérif, les descendants directs successifs aient passé 6 fois du blanc pur au noir pur, et réciproquement.
Maintenant, revenons donc à notre sujet principal, Amazigh. Ce que je dis du métissage du blanc et du noir s'applique au métissage du blond et du brun, qui a eu lieu en Afrique entre les blonds septentrionaux et les Libyens. De sorte qu'on ne peut pas dire que tel blond qu'on trouve aujourd'hui parmi les Berbères ait eu tous ses ascendants blonds depuis le temps des Machouaches. Il peut y avoir eu des passages alternatifs d'un type à l'autre dans son ascendance. Merci d'être entré dans la légende avec TPMH de Zodiosphère, touche pas à mon humanité, touche pas à mon histoire. C'était l'épisode 1 de Amazigh. On se retrouve bientôt.